Hello, voici une suite pas attendue et très attendue à la fois. Pas attendue parce que le premier film oscarisé, il se suffit à lui-même. Et attendue parce que c'est Pixar, donc on lui déroule le tapis rouge. On peut même s'attendre à un troisième opus. Il est tranquillement mis en place via le personnage de Deep Dark Secret, secret, sombre et profond. Mais on y revient en fin de vidéo. Vice versa 2 ou plutôt Sens dessus, dessous de au Québec. Ce titre est incroyable. C'est même bien plus parlant que vice versa, sens dessus, dessous. L'histoire reprend pas si longtemps après la fin du premier film. Dans le premier film, Riley a 11 ans. Ici, elle a 13 ans. Ça fait 2 ans, oui, globalement. Et côté histoire, elle nous avait été teasée dès la fin de Vice versa 1 avec le gros bouton puberté. Et ce bouton, on le retrouve ici. Oui, Riley va avoir sa puberté. Et le film vient mettre un coup de tête à tout un tas de théories qui disaient que ça serait un amoureux, une amoureuse. Eh ben non, ça sera à travers une histoire de hockey qu'on va vivre cette puberté. Du hockey sur glace, pas le hockey là. Les nouvelles émotions se découvrent lorsque Riley est confronté à son départ pour une nouvelle école, pour sa sélection dans une équipe de hockey. Anxiété se retrouve à prendre la main en espérant pouvoir tout contrôler. On est entre l'anxiété, le perfectionnisme. C'est un peu à l'image de Joie dans Vice versa 1. Du coup, Joie nous semble être presque les prémices de cette anxiété, à vouloir toujours tout bien faire, tout le temps. Et à côté de ça, les autres émotions, elles s'effacent un petit peu. Les nouvelles émotions. On a ennui, qui est à fond dans son rôle parce que du coup ça en fait un personnage assez ennuyant. On a envie aussi qui a des airs de petite sœur. Je dirais que c'est le deuxième personnage avec anxiété qui sera le plus présent, même si elle fait très bonus. Et enfin on a embarras, c'est le personnage le plus attachant et également le personnage qui est le plus proche de nos émotions initiales. Bon, et la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est à la hauteur du premier? Pour répondre à ça, je pense qu'il faut aller au-delà du concept du premier. Forcément, dans le premier, on découvre ça, on se dit « Ah, c'est génial, super idée ». Là, on connaît déjà ce truc. Donc, est-ce que le film nous offre quand même quelque chose de pertinent? Ce qui bouleverse Riley ici, c'est pas un événement particulier comme pouvait l'être le déménagement dans Vice versa 1. Oui, il y a certes son admission dans une autre école, mais il y a avant tout la puberté. De là, j'ai un premier souci. La puberté, c'est censé être long. Un film pour enfants, c'est censé être court. Bon, c'est pas assez court. Au bout de 30 minutes, j'avais déjà des enfants qui tapaient dans mon siège, qui se mettaient à crier. Bref, ça s'agitait. Voilà. La salle est faite pour eux, c'est un film d'animation pour enfants. Mais pour revenir à Vice versa 2, le film va traiter la puberté de Riley à travers quelques jours de sa vie. C'est ambitieux. On a là la meilleure thérapie du monde. En seulement 2 ou 3 jours, Riley arrive à reprendre le contrôle sur son anxiété et s'accepter dans sa puberté, dans ses changements. Bon, voilà, même quand je le dis, ça semble pas crédible. On voit bien que résoudre ce conflit de puberté en seulement un film, ça marche pas. Et de mon côté, la fin de l'intrigue, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une résolution. J'ai adoré le début avec cette idée de tout éclater dans la personne. Par contre, un happy ending, ça me semble un peu précipité. Ça manque d'audace. Alors je vous demande pas de la faire finir dépressive, sous Xanax, mais quand même faire traîner un petit peu plus cette notion d'anxiété, de la rendre peut-être moins amicale. Et les équipes de Vice versa sont parties dans cette idée de perfectionnement pour justement qu'anxiété soit pas une grande méchante. C'est plutôt une émotion positive, mais tirée au point d'en devenir négative. Bon voilà, il n'y a pas de méchant quoi. Et au-delà de l'audace, le jeu de pont entre les émotions et la vie de Riley me semble parfois plus difficile à décrypter que dans le premier film. Comment Riley calme sa crise d'angoisse? Parce que sa joie intérieure reprend le dessus? Que doit-on comprendre quand anxiété dit à joie qu'effectivement, c'est peut-être pas à eux de choisir
la vie de Riley. C'est quoi? Ne te laisse pas submerger par tes émotions? Ok, mais dans ce cas, si c'est pas eux qui ont le contrôle, c'est qui? Depuis le début, on s'amuse à personnifier le fort intérieur de Riley. Donc, tout d'un coup nous dire, oui mais c'est pas nous. Alors c'est qui? Qui doit choisir pour Riley? La réponse c'est elle-même. Ah non, parce que elle-même, c'est déjà le cas en fait dans le film. Les émotions sont déjà elles-mêmes, donc si c'est plus les émotions qui choisissent, on veut voir qui est aux manettes. La force de Vice Versa 1, c'était de nous délivrer ce côté parallèle assez simple, tout en étant complexe. Simple dans sa forme, simple à suivre, et plutôt complexe dans le fond. La fin de l'enfance, une page qui se tourne avec tout un tas de souvenirs qui partent aux oubliettes, dans le néant. Tout ça s'efface. C'était violent d'un sens à l'image, et bien plus encore dans le propos, le fait de grandir, de devenir adulte. Ici, on parle de la puberté, le truc réputé pour être l'une des pires périodes possibles dans une vie. Ça me semble bien moins violent que la fin de son enfance. Pourtant, la puberté, c'est quand même le clou final sur le cercueil de l'enfance. Ici, la phase la plus violente du film, je dirais que c'est une crise d'angoisse, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On descend d'un cran dans la subtilité et dans l'aspect tragique du premier film. Voilà ce qui justifie, selon moi, que Vice Versa 2 n'est pas de taille au premier. Au-delà du fait que le concept se répète. Il raconte bien moins de choses sur les rouages internes de Riley. Toutes les émotions initiales de Riley sont chassées de la commande centrale. On peut imaginer, voire là, une sorte d'apathie se développer pour Riley. Apathie, c'est ce manque d'émotion, il n'y a plus rien, bof, comme ça. Ça serait un résultat de son changement hormonal, l'arrivée de la puberté, un petit côté blues. Eh ben non, pas trop, parce que parmi les nouvelles émotions qui sont également aux commandes, on a envie. Et oui, l'envie, c'est un petit peu loin de cet état dépressif. On n'est pas sur un cas de ne rien ressentir. Alors, ce départ des émotions, ça dit quoi de Riley? Si on continue dans ce parallèle, Riley, elle est dans sa vie, les émotions sont parties des commandes. Comment on le ressent dans la vie de Riley? Bah, j'en sais rien. Ça se voit pas tellement, en fait, à l'image. Parce que je pense que c'est pas évident d'ajouter des nouvelles émotions sans venir brouiller les pistes avec les émotions déjà là. La joie et l'envie, par exemple. Il y a une frontière commune entre l'envie, la joie, il y a un truc à faire. De même pour peur et embarras. Difficile de savoir qui doit actionner le levier s'ils sont dans la même pièce. Le tout se mélange un peu et la fameuse simplicité du premier film, elle s'évapore. Bon, voilà, c'était peut-être une belle solution que de les envoyer un peu plus loin pour les différencier davantage. Mais le film n'explore pas vraiment cette proximité entre les émotions. On aurait même pu imaginer qu'à terme, les émotions changées à jamais ne finissent par fusionner. Et là, on aurait eu un vrai changement, un côté dramatique. Les émotions, par la nuance apportée par les nouvelles émotions, se retrouvent à se métamorphoser et à renaître sous une forme différente. Bon, c'est compliqué. Pour un studio, ça veut dire tuer la joie, tuer la tristesse, pour qu'ils renaissent sous des formes plus nuancées. Bon, oui, on peut pas, il y a des peluches, il y a des trucs, il faut vendre des trucs. On ne tue pas les héros. Là, c'était pas les tuer, c'était juste les changer un peu, quoi. Le film, au sujet des nouvelles émotions, révèle d'ailleurs un point de blocage par rapport au premier. Un truc qui n'avait pas été anticipé dans Vice Versa 1. Les émotions des parents. Ou alors les parents n'ont pas vécu leur puberté parce qu'on voit le poste de commande des émotions des parents dans Vice Versa 1. Et il n'y a pas du tout les nouvelles émotions. Ils ne connaissent pas l'ennui, pas l'envie. C'est difficile à justifier. Surtout que le premier film souligne quand même que les parents s'inquiètent pour Riley. S'inquiète, c'est l'anxiété. Alors bref, oui, dans cette suite, le film va essayer de justifier ça avec une apparition d'anxiété et pour la maman et pour le papa, en mode « Ah, tiens, il est de retour celui-là ». Alors oui, ils y ont pensé quand même là pour amener une petite pointe de cohérence. Et ça vient souligner encore la difficulté pour reproduire le brio du 1, parce que même le 1 te met des bâtons dans les roues pour venir
crée de nouvelles choses. Et c'est pas de sa faute, hein, c'est pas volontaire. Ici, ce qui angoisse particulièrement Riley, c'est son intégration sociale et professionnelle. En cela, le orange se retrouve un petit peu partout, notamment sur son maillot de hockey, et aussi dans les gradins. Il y a toute une colorimétrie orange autour de ce nouveau lieu auquel fait face Riley. Alors ça m'a sauté aux yeux. J'avoue que pendant la séance, j'ai pas regardé davantage. Si ça se trouve, le code couleur est présent pour plein d'autres idées. Bon, et puis finalement, le gros personnage de ce film, c'est anxiété. Pourquoi l'avoir associé à d'autres émotions? Je trouve que pour raconter ce que le film raconte, il suffisait simplement d'ajouter anxiété. Hop, anxiété arrive, prend le pouvoir façon coup d'état, elle se met à obliger le corps de Riley à travailler plus, anticiper, programmer, prévenir. Il y avait un potentiel dictateur dans ce personnage. Celui qui, pour un pseudo bien, va créer le mal et détruire son hôte. Bon bah non, parce que Pixar ne voulait pas en faire une grande méchante. Oui, elle est méchante dans un sens, mais dans le fond, elle est gentille. Et c'est de plus en plus compliqué d'avoir des méchants, des vrais méchants. Oui, les méchants un petit peu bébêtes des années 90 qui voulaient le mal pour le mal. Non, maintenant, on a des méchants, mais qui, dans le fond, ils sont pas si méchants. Alors oui, c'est bien nuancé, mais c'est marrant de voir que ça s'est tellement inversé qu'aujourd'hui, un méchant très manichéen, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Pourtant là, on parle de l'anxiété, ce qui va pourrir la vie de Riley jusqu'à sa mort. Mais non, elle finit avec les autres copains sur un fauteuil maçon. C'est un petit peu friendly tout ça. Bing Bong, il aurait bien aimé que le film y prenne des pincettes. Eh ben non, Bing Bong, lui, il a été effacé. Il est mort, Bing Bong. Donc, pour anxiété, vous l'attachez, et de temps en temps, elle se détache. Elle se met à courir partout dans le poste de contrôle, il faut réussir à l'attraper et l'attacher à nouveau pour contrôler anxiété. Et voilà, en 2-3 mots, on fait un parallèle sur le besoin de contrôler son anxiété. Bon oui, après peur, c'est un petit peu le même cas. Bon on attache peur aussi. Là, oui, peut-être que c'est moi qui finis en dictateur des émotions. Avions-nous besoin de cette suite? Pas tellement, mais on en avait envie. Mais tout semble aller de soi dans ce scénario. C'est un petit peu ce que je reprochais à La Planète des Singes. Et c'est très bizarre comme reproche. C'est regarder un film, se dire bah ouais. Et en même temps, ne pas trouver une forme de contentement. Ça nous va pas. On voudrait qu'il y ait un truc en plus. Alors je suis chiant, hein, mais voir un film qui est totalement sur les rails de ce qu'il devrait être, c'est un peu déceptif. Mais en même temps, on est content. On se dit ça aurait pu être nul. Non, c'est ce que ça doit être. On peut pas révolutionner le cinéma à chaque film, effectivement. L'audace, c'est pas tellement au rendez-vous. Sauf du côté de la banane magique, même si ça a là encore une petite odeur du premier film avec Bing Bong. On a aussi des moments d'audace qui laissent un peu songeur. Je pense au personnage de jeux vidéo dont Riley semble amoureuse. Personnage qui se met à faire des roues. Alors, il y a sûrement un truc comique. Dans la salle, ça n'a pas pris du tout. C'était une salle presque complète. Le gars faisait ses galipettes, puis il est reparti. Tout le monde était en mode ok. Et là, je vous parle d'enfants entre 5 et 10 ans. Et puis, ça se traduit comment dans le comportement de Riley, le fait que ce personnage de jeu vidéo se soit échappé? On s'en fout. Mais les gars, c'est votre concept. Je crois que ce qui se passe dans la partie émotion se répercute sur Riley dans la vraie vie. Eh non, beaucoup moins dans cet opus. On joue moins sur cet effet de lien. Bon, mon avis, c'est top. De toute façon, c'est un film pour la famille. De ce point de vue-là, difficile d'imaginer que des enfants pourront ne pas aimer le film. Par contre, pour les ados, pour les adultes, le tout va sembler moins pertinent. Même si, encore une fois, le film fait le job de la double lecture. Et de là, je me demande si Pixar a déjà fait une suite meilleure que le premier. Pas trop. Les suites Pixar, c'est pas dingue. Ok, il y a le cas Toy Story, mais sinon, c'est toujours mitigé en ce qui me concerne. Surtout le monde de Dory. Aïe aïe aïe. Là, j'ai entendu parler qu'ils voulaient faire le monde de Nemo 3, donc dans la logique quand même, on peut espérer que ce sera le monde de marins. Et pourtant, il y a quelques années, j'entendais encore, je crois que c'était après la sortie de Toy Story 3, que Pixar ne voulait
pas tellement faire d'autres suites de ces films. C'était vraiment genre une annonce officielle. Donc, décidément, Disney ne doit pas être au top de sa forme. Voilà, chose promise, chose due, revenons sur Le Secret de Riley. Le film se clôture avec une scène post-générique. Cette scène nous permet d'apprendre le secret, le sombre secret, sous-entendu lorsque les émotions sont en prison, eh bien on a le protecteur des secrets qui lui a souhaité rester dans le coffre-fort pour ne pas dévoiler le sombre secret de Riley. Et ce secret, c'est un trou dans un tapis. C'est une brûlure. Ah, c'est un grand secret, dis donc. C'est un secret d'enfant. Mais le secret est là, et c'est ce qui importe. J'avais envisagé des trucs de fou pendant le film. Je m'étais dit, mais si Riley a un secret caché comme ça doit être pour la suite, et on va nous sortir une dinguerie. Non, on se calme. Ce personnage de secret ressemble d'ailleurs à la nuit, ou l'obscurité, dans La Nuit d'Orion. Et la boucle est bouclée parce que La Nuit d'Orion, ça sent vice-versa à plein nez. C'est disponible sur Netflix, si vous voulez le voir. Pas hyper... pas trop. Mais voilà, le personnage de secret est bien là, et présent en scène post-générique. Ça ne veut pas ne rien dire. Peut-être que si. On peut imaginer une suite dingue, où le secret doit sortir au grand jour, pour que Riley soit bien avec elle-même. Là, on irait à fond dans une sorte de psychothérapie. On peut même imaginer que ça part d'un psychologue. Évidemment, il faudrait un secret bien plus perturbant qu'un trou dans le tapis. Alors, quel stade difficile de la vie pourrait-on évoquer dans Vice Versa 3 ? Un truc souvent destructeur mentalement, pour des enfants, pour des ados. Oui, ça semble évident. La séparation des parents. Alors non, c'est pas une fatalité. Par contre, ça peut être un élément d'intrigue hyper intéressant pour voir ce qui se passe dans la tête de Riley. On a d'ailleurs une scène du film où la maman demande au papa qu'est-ce qu'ils vont faire du week-end. Le père joue les amoureux en sous-entendant un petit week-end glamour en amoureux. La mère, elle lui dit moi je pensais plutôt ranger le garage. On a très peu d'interactions entre les deux parents pendant le film, parce que ça s'intéresse plus à Riley, ses amis, mais les quelques interactions qu'on a donc dans ce Vice Versa 2, ça laisse pas présager d'un avenir hyper harmonieux non plus pour ce couple. Alors, Riley va-t-elle apprendre quelque chose au sujet de ses parents ? Un secret difficile à tenir, savoir que l'un de ses parents souhaite quitter l'autre, ça semble dessiner quelque chose d'intéressant. Un combat mental. Si on reste sur l'idée du secret, il y a évidemment l'hypothèse amoureuse, beaucoup évoquée pour Vice Versa 2. Je crois que toutes ces théories partaient d'un court-métrage sur une relation amoureuse de Riley. Bref, j'imagine mal Pixar partir sur une sorte de romance inavouable, voire d'un coming out de Riley, qui justifierait la présence d'un lourd secret auprès de son entourage. Et j'imagine encore moins Pixar partir sur un deuil d'un de ses parents. Non, ça c'est trop dur. C'était l'époque Bambi. Mais voilà, on est dans toutes ces choses qui pourraient justifier un bouleversement émotionnel pour Riley. Et selon moi, le bouleversement le plus intéressant pour Vice Versa 3, ça serait une séparation. On pourrait imaginer que Riley a 14-15 ans, parce que au-delà de cet âge, je pense qu'apprendre que ses parents divorcent, c'est quelque chose de plus en plus compréhensible. Sachez que toutes ces hypothèses sont probablement discutées lors des réunions de préparation pour Vice Versa. Évidemment que toutes les pistes sont envisagées, mais toutes ne peuvent pas forcément être mises en place. C'est notamment le cas pour l'idée de la procrastination. Une idée vraiment chouette que j'espère voir jouer un rôle majeur dans la suite de Vice Versa 2. Pour vous donner une idée, c'est une île en construction où les ouvriers ne s'occupent jamais vraiment de construire l'île. La procrastination, c'est le fait de remettre toujours à demain ce qu'on pourrait faire maintenant en mode ouais, ça va attendre. Donc nos petits ouvriers, ils sont au téléphone, ils remettent le chantier à demain. Bref, l'idée est top. Elle n'est pas dans le film parce que difficile à coller à l'intrigue sans faire trop forcer. Vice Versa 2 nous présente le début de l'adolescence de Riley. Et selon moi, Vice Versa n'en a pas fini sur cette puberté. Il y a encore beaucoup de contrées à explorer dans le développement de cette adolescence, surtout dans cette période de vie où plus que jamais,
les émotions sont sens dessus dessous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça a un vrai impact. Et forcément, abonnez-vous. On va suivre l'actu ciné ensemble. Je sélectionne des films parfois un petit peu méconnus du grand public. C'est l'occasion aussi de mettre en avant d'autres films. Vice Versa 2, je m'inquiète pas pour lui. Il va être bien mis en avant. Ça part sur les 2 millions d'entrées. Allez, salut!